la une, la reprise du dialogue politique ivoirien, la libération des prisonniers de la crise post-électorale et le financement exceptionnel des partis politiques, sujet entre autres abordé par l'opposition et le gouvernement au cours de la rencontre. Dans les régions du Guémon et du Cavali, un projet a été mis en œuvre pour la vulgarisation des droits fonciers ruraux, un moyen pour la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire de consolider la cohésion sociale partout dans le pays. Au Niger, les résultats de la présidentielle tombent au compte-gouttes. L'opposition, notamment la coalition pour l'alternance 2016, conteste d'ores et déjà les premiers chiffres annoncés. Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre pour ce journal de 13h. Conseil des ministres ce mercredi 24 février au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Les points principaux évoqués lors de cette rencontre gouvernementale vous seront proposés dans nos prochaines éditions. Le groupe Total affirme sa volonté de continuer à investir en Côte d'Ivoire. Le directeur général Afrique a été reçu par le président Alassane Ouattara, Jérôme Kofi Abola. Son nom, Guy Maurice. Il est le directeur général Afrique de Total, exploration et production. En visite dans plusieurs pays sur le continent, Guy Maurice indique qu'il n'entend pas aborder l'étape ivoirienne sans rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pour lui, l'entretien ce mardi avec le chef de l'État ivoirien a été l'occasion d'évoquer la marque de confiance entre sa structure et la Côte d'Ivoire. Il me semblait naturel, en visitant la Côte d'Ivoire, de venir me présenter et rendre compte de nos activités à son Excellence, le chef de l'État, ce que nous avons fait en présence du ministre de tutelle. Donc nous avons fait une revue du panorama mondial de l'activité énergétique. Et surtout, ce que je suis venu, c'est lui exprimer toute la confiance du groupe Total dans l'avenir économique de la Côte d'Ivoire et notre souhait, notre désir de continuer à investir malgré l'environnement qui était particulièrement difficile. Diplômé de l'école centrale de Lyon, en France, Guy Maurice a rejoint le groupe en 1983 en tant qu'ingénieur réservoir. Il occupera par la suite le poste de directeur général de la filiale avant d'être nommé à partir de 2008 directeur général Afrique de Total, exploration et production. La coopération entre la France et la Côte d'Ivoire et la menace terroriste dans le monde, en particulier sur le continent africain. Des sujets qui ont réuni les ministres de la Sécurité de Côte d'Ivoire et de France. Une rencontre à l'occasion de la visite de travail du ministre Ahmed Bakayoko en France, à Boussanogo. Paris, place Beauvau, ministère français de l'Intérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko y est reçu pour une visite de travail par son homologue Bernard Cazeneuve. Leurs échanges ont porté sur les questions de sécurité et de la nécessaire collaboration entre les deux États en vue de faire face aux nouvelles menaces, notamment le terrorisme, le narcotrafic et le grand banditisme. On voit s'intégrer des activistes fondamentalistes, djihadistes et narcotrafiquants. Donc la réponse doit être globale et nos États doivent se mettre ensemble. Nous avons travaillé sur un certain nombre d'informations, sur l'anticipation à avoir et nous allons renforcer la coopération avec des experts français qui vont venir apporter une contribution à nos forces afin que ces forces-là aient une capacité de veille, d'abord au niveau du renseignement et une capacité de réaction en cas de situation particulière. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, rencontre ce mercredi Manuel Valls, le Premier ministre français. L'actualité politique nationale est marquée par la reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Depuis septembre 2015, les deux partis ne s'étaient plus retrouvés autour d'une même table et c'est chose faite depuis hier mardi. Entre autres sujets abordés, la libération des prisonniers de la crise post-électorale et le financement exceptionnel des partis politiques. C'est notre première séance de l'année 2016. Nous avions donc échangé sur l'élection présidentielle, donné des informations sur tout ce qui s'est fait dans la dynamique de l'apaisement. Nous avons remercié l'opposition pour son rôle majeur dans le cadre de l'élection présidentielle. Nous avons demandé à l'opposition de continuer à contribuer au renforcement de la démocratie.
Après 5 mois d'interruption, le dialogue politique pouvoir-opposition a repris. Après ses remerciements et félicitations du ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio à l'endroit des partis d'opposition, ces derniers ont été exhortés à prendre part aux prochaines élections législatives. Nous avons fait part d'un certain nombre de préoccupations et nous avons également été confortés par la décision du pool gouvernemental de nous faire participer, l'opposition aux réformes à venir, à savoir le référendum constitutionnel et également le code électoral. Sur la situation des prisonniers politiques, nous souhaiterions que le gouvernement puisse faire un geste fort qui pourrait libérer disons la majorité, pour ne pas dire nous voudrions que ce soit l'entièreté de tous les détenus politiques. Puis Daniel Boni-Clavry, au nom des partis de l'opposition, se félicite également du financement exceptionnel qui leur est donné tranche par tranche. Non, sans préciser que l'opposition souhaite bénéficier d'un financement conséquent afin de compétir avec de bien meilleures armes aux élections législatives qui devraient se tenir entre le 27 octobre et le 26 novembre prochain. La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire passe par le foncier rural pour consolider la cohésion sociale dans le pays. Dans les régions du Guémon et du Cavali, un projet a été mis en œuvre pour la vulgarisation des droits fonciers ruraux. Salima Toudia, Sidonie Davila. Comment régulariser la situation du foncier rural en Côte d'Ivoire? Comment contribuer à la jouissance des droits fonciers des populations ivoiriennes? Voilà, entre autres, les points qui ont été abordés au cours d'une table ronde d'échange organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et ce après prospection, formation et sensibilisation sur le foncier rural dans les régions du Guémon et du Cavali. Nous avons initié cette rencontre bilan pour faire le point d'abord de ce que nous avons fait en matière d'exécution de la loi relative au domaine foncier rural, mais aussi surtout proposer une plateforme d'arguments. C'est un domaine sensible. Nous pensons avoir réussi à mettre ensemble toutes ces personnalités, tous ces sachants, pour que les propositions qui seront faites aident à renforcer la cohésion sociale, aident à la reprise d'une vie commune en Côte d'Ivoire et de façon durable. Encourager les populations à se faire établir les certificats fonciers, simplifier la procédure et le coût de délivrance des actes, ou encore renforcer les capacités des comités villageois de gestion du foncier rural, ce sont quelques solutions préconisées pour éviter les conflits fonciers. La solution, c'est déjà la mise en œuvre de la loi. Parce que la mise en œuvre de la loi permet de clarifier tous les droits qui sont exercés sur la terre. C'est vrai que c'est une tâche difficile lorsqu'il y a des conflits, mais justement lorsqu'on a fini de régler ces problèmes, la paix revient et elle revient de façon durable. À ce jour, ce sont 1730 certificats fonciers qui ont été délivrés, dont 159 à des femmes. Un réaménagement de la loi portant sur le foncier rural devra être soumis à l'Assemblée nationale en avril 2016. Direction le nord-est de la Côte d'Ivoire, le député de Sorobango est en ce moment en tournée. Il explique aux populations qui l'ont élu le sens et le bien fondé des lois votées pendant la session parlementaire écoulée. Michel Digré. C'est en langue locale que l'honorable Mohamed Ouattara a éclairé la lanterne des populations de Sorobango-Tagadi sur les lois votées au Parlement au cours de la session écoulée. Le budget 2016, la loi portant création de l'agence emploi jeune, la loi portant programmation militaire 2016-2020 sont entre autres quelques sujets abordés. Pour l'honorable Mohamed Ouattara, député de Sorobango-Tagadi dans le département de Bondoukou, toutes ces lois votées traduisent la volonté du président de la République de permettre à tout Ivoirien, où qu'il se trouve, de vivre heureux. Et ce, grâce aux réformes et autres projets d'investissement qui accompagneront la mise en œuvre de ces lois adoptées. Cette tournée effectuée dans 2 villages a été ponctuée par plusieurs dons à l'endroit des populations.
Le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a rencontré la chefferie Gouro. Il a été question de la création d'une chambre des mandés. Albert Mabritois-Keus a ensuite parlé de développement avec les chefs de Gaumont dans le département de Sikensi. Thomas Guessambi. C'est un leader politique, mais surtout un frère d'une même grande région et d'une alliance multiséculaire que Albert Mabritois-Keus reçoit la chefferie Gouro, conduite par Sa Majesté Zagouta Bikale, président de la coordination des chefs de la Maraoué. En recevant des mots de gratitude accompagnés de présents de ses hôtes pour des actions menées dans la Maraoué, le président de l'UDPCI s'est voulu très rassembleur dans son adresse. Un rassemblement qui devrait passer par la mise en place d'une chambre de la chefferie mandée. Toute chose favorise la cohésion sociale, veut cher au président de la République, Alassane Ouattara. Tout juste après cette rencontre, c'était au tour de la chefferie de Gaumont, département de Sikensi, qui vient dire un grand merci avec la manière qui sied au pays Abidji au ministre Albert Mabritois-Keus, pour avoir contribué significativement au succès de la fête d'Ipri, identité du peuple Abidji, en 2015, et pour avoir aussi œuvré auprès du président de la République pour la réhabilitation du collège de Gaumont et l'octroi d'une ambulance médicalisée. En saluant l'acte et la démarche, le nouveau ministre des Affaires étrangères a promis rester à la disposition de Gaumont, tout comme à la disposition de tous ses concitoyens pour le bonheur du pays. 3 jours pour faire de l'innovation le facteur clé d'une meilleure productivité en Afrique de l'Ouest. C'est à cet exercice que les acteurs du secteur agricole ont été soumis par le réseau des chambres d'agriculture d'Afrique de l'Ouest. Michel Touré, Justine Duquet. Innovation et productivité agricole, quelle adéquation? C'est une préoccupation du réseau des chambres d'agriculture d'Afrique, RECAO. Un atelier de formation sur les plateformes multi-acteurs d'innovation initié par le RECAO a été organisé à Abidjan. Pour les participants, il est clair que l'innovation est nécessaire pour accroître la productivité agricole dans les pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Cet atelier est un rapprochement entre le monde agricole et le monde des chercheurs, c'est-à-dire des techniques seront enseignées aux agriculteurs pour que les agriculteurs épousent un peu toutes les techniques modernes. Cet atelier nous permet d'avoir des capacités d'une mise à l'échelle de cette innovation. Il a été également relevé certaines difficultés, notamment le manque d'encadrement et l'absence de professionnalisme de la part des acteurs de la chaîne agricole. Ce constat est assorti de recommandations. Cet atelier nous a permis de pouvoir montrer qu'il faut aller à cette professionnalisation et les thématiques qui ont été développées permettent effectivement à chacun des acteurs d'être professionnel dans son domaine. Rappelons qu'en juin 2014, une convention d'appui a été signée entre l'UEMOA et le RECAO. Cette convention concerne la mise en œuvre du programme détaillé des 5 filières prioritaires, à savoir le riz, le maïs, l'aviculture, le coton et le bétail. La campagne Cajou 2016 dans la région du Hambol est menacée par les feux de brousse. Plus d'une centaine d'hectares sont partis en fumée à Niakara, Katiola et Dabakala. Une personne y a même trouvé la mort. Adama Bakayoko. David Koné n'en revient toujours pas. Le vendredi 12 février dernier, ses 30 années de dur labeur ont été anéanties en seulement quelques heures. Son champ est situé à 10 km de Niakara, sur l'axe à Niakara-Tortilla. 10 hectares d'anacate partis en fumée, soit une prévision de 7 tonnes estimée à 2 450 000 francs CFA. Il a fait les champs depuis les années 87. Il n'y a plus de moyens pour vivre. Avec 350 francs, on pourrait faire quelque chose. Donc tous les projets que nous avons mis, ça a mis ça à terre. On va tout donner à Dieu. Hein? On est puré. On va quand même se tuer à cause de ça. À Kofisioka, dans la sous-préfecture de Timbé, le feu a également fait de nombreuses victimes. Parmi elles, le jeune Koné Gislin qui vient de perdre 12 hectares de cajou. Tout est brûlé. Là même la cabane, même tout est brûlé. À cause des bœufs, des dégâts de bœufs, on n'arrive plus à cultiver l'igname, maïs, ni riz. Donc on a laissé les champs dans la cave. Quand le moment arrive, on va faire les parfums, puis on laisse.
Mais à chaque fois, on va, il y a feu. On ne sait pas qui met feu là. Le cas le plus grave s'est produit à Darala, sur l'axe Dabakala-Kong. Ouattara Bafetigé, frère cadet du chef de village, a trouvé la mort, piégé par un feu de brousse. Il y avait un feu de brousse dans la forêt derrière le village ici. Arrivé dans la forêt, le feu lui a encerclé. Il n'a pas eu autre solution pour pouvoir s'en sortir. Et il est grimpé dans l'arbre. Au moment où ça lui brûlait, tu voyais le feu comme un volcan. Âgé de 33 ans, Ouattara Bafetigé laisse derrière lui 2 veuves et 12 orphelins. En somme, ce sont plus de 100 hectares de plantations détruites par le feu depuis janvier dans le Hambol, de quoi inquiéter les responsables de la filière. C'est triste. L'an dernier, je n'ai pas connu une telle situation. Pourquoi brusquement? Et surtout qu'on vient d'annoncer le prix. Les paysans étaient contents, aujourd'hui ils sont tristes. Je crains fort que ça impacte négativement sur la production de cette année. Les causes des feux de brousse sont multiples. Depuis septembre 2012, le capitaine Ouattara Doyoumon Siaka, directeur départemental des eaux et forêts, et ses collaborateurs multiplient les campagnes de sensibilisation. 25 comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés à cet effet. Chaque année, du mois d'octobre à mars, nous entreprenons des séances de sensibilisation pour leur montrer comment est-ce qu'on doit lutter contre le feu et comment est-ce qu'on doit faire la mise en place des pare-feux au niveau des différents champs et des habitations. Mais le feu, c'est généralement l'homme. Le seul message que nous pouvons passer, c'est véritablement que ces populations s'approprient toutes les séances de sensibilisation afin que ce fléau puisse être éradiqué dans cette zone. Pour aider les paysans à lutter contre les feux de brousse, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a mis sur pied une unité d'application à Kwefele, près de Katiola. C'est une exploitation de 50 hectares appartenant à un producteur de cajou qui respecte les consignes des conseillers agricoles. On a abattu d'abord les arbres pendant les premières positions et maintenant on a repiqué les bois pour faire ça en ligne, 10 mètres carrés. Quand nous avons conseillé, il y a plein qui n'ont pas voulu. Mais lui, il a accepté appliquer. En tout cas, la production sera bonne. Il a accepté de faire un parfait. Nous conseillons 10 mètres, mais lui, il en a fait près de 20. L'ANADER nous a mis là pour les bonnes pratiques agricoles. C'est pour qu'eux-mêmes gagnent, pour éviter les feux de brousse. La région du Hambol compte 417 000 habitants, dont 117 000 agriculteurs. Selon le recensement de 2014, cette région a produit l'an dernier 77 000 tonnes de noix de cajou, soit plus de 10% de la production nationale, qui elle s'élève à 702 000 tonnes. Une production record qui permet à la Côte d'Ivoire de devenir premier producteur mondial. À Agboville, c'est une toute autre lutte, celle contre la consommation de la viande de brousse. On le sait, la viande de brousse est interdite à la consommation à cause du virus Ebola. Une importante quantité a été saisie et incinérée par les éléments du cantonnement des eaux et forêts de la ville. Reportage. C'est sur l'axe Agboville-Lovilliers, dans le village de Gbessé, que les éléments du cantonnement des eaux et forêts d'Agboville ont saisi cette importante quantité de viande de brousse. Selon le lieutenant Justin Ncho, directeur départemental des eaux et forêts de la localité, c'est au cours d'une patrouille dans le cantonnement que des individus portant des sacs de gibier ont pris la fuite à la vue des gardes forestiers, laissant derrière eux leur butin. Au total, 30 animaux, dont un pangolin, espèce protégée et en voie de disparition, ont été saisis et incinérés. C'est en mars 2014 que le gouvernement ivoirien a interdit la consommation et la vente de viande de brousse en guise de prévention contre la fièvre Ebola qui a fait plus de 10 000 morts dans les pays voisins. En Côte d'Ivoire, les règles de prévention contre cette maladie sont toujours en vigueur. Pas consommer la viande de brousse est donc une des mesures pour lutter contre Ebola, mais ce n'est pas la seule. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro a accueilli des experts venus du monde entier. Ils donnent des techniques pour renforcer la lutte contre le virus et éviter son entrée sur le sol ivoirien. Kader Sagodogo. Plusieurs experts de la lutte contre le virus Ebola venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique sont à Yamoussoukro. Ils vont réfléchir afin d'adopter les meilleures stratégies pour apporter une riposte définitive qui permettra de débarrasser la région ouest de l'Afrique du virus Ebola. Ce genre de rencontre révèle pour nous, décideurs, un intérêt particulier. Parce que dans un domaine comme celui de la santé, Ebola nous a fait comprendre qu'il y a d'avenir pour un monde en bonne santé que dans une collaboration franche et forte entre différents secteurs.
Cet atelier, organisé par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, bénéficie du soutien de l'OMS et de l'organisation internationale Action contre la faim, ACF. Que cet atelier contribue à la suite des autres conférences internationales de partage d'expériences sur la gestion de la crise Ebola, à faire des propositions pertinentes pour améliorer la gestion des crises sanitaires. Mesdames, Messieurs, Ebola nous a frappés par surprise en Afrique de l'Ouest, créant la peur et des conditions difficiles car nouvelles pour beaucoup d'entre nous. Nous voilà aujourd'hui réunis avec un petit peu de recul pour tirer des leçons et regarder vers l'avenir. La Côte d'Ivoire, qui n'enregistre aucun cas d'Ebola à ce jour, est le rendez-vous du partage des expériences à travers cet atelier. Des témoignages et des méthodes adoptées par certains pays pour maîtriser le virus Ebola seront évoqués. Dans le district sanitaire de Boisflay, le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques met l'accent sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Il est initié par le ministère de la Santé et financé par la Banque mondiale. Mamadou Kouassi. Ce sont au total 25 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, dont celui de Boisflay, qui bénéficient du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques, d'un montant global de 38,5 milliards de francs CFA. Ce projet, financé par la Banque mondiale, vise à améliorer la qualité des services de santé à travers la réhabilitation et l'équipement des centres de santé, tout en mettant un accent particulier sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Mais avant la mise en œuvre de ce projet qui démarre le 16 mars prochain, le directeur général de la santé échange avec les acteurs du district sanitaire de Boisflay. Le professeur Boyapo Félix a expliqué que ce projet de réforme hospitalière vise également à donner plus de responsabilités aux structures de santé et d'amener ces animateurs à utiliser leur imagination et leur dextérité pour que ces structures produisent de bons résultats. Des explications bien perçues par les acteurs de la santé des districts sanitaires de Boisflay. Ils ont promis relever le défi, celui de toujours offrir un service de qualité aux populations. Une visite des locaux du centre hospitalier régional de Boisflay a permis de faire l'état des lieux de cette structure sanitaire qui voit en ce projet de réhabilitation d'équipement un véritable soulagement. Le projet de renforcement du système de santé de réponse aux urgences épidémiques va durer 5 ans et doit toucher près de 7 millions de personnes. Des experts de l'audiovisuel ivoirien se sont rencontrés ici à Abidjan. Il a été question de mettre en place un outil de mesure d'audience des médias. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK veut doter le pays d'un système crédible de mesure d'audience. En mode culture, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ s'ouvre aux filles du lycée Sainte-Marie. La vie et les œuvres de ce maître de la pensée africaine ont été détaillées à ces jeunes élèves. Plusieurs activités ont meublé la journée découverte, dont la projection d'un film documentaire. Guillaume Zéré et Serge Colléa. Les élèves du lycée Sainte-Marie sur les traces d'Amadou Hampâté-Bâ, 25 ans après sa disparition. En leur ouvrant les portes de la fondation de l'auteur du Petit Boudiel, les héritiers de ce érudit africain ont un objectif clair. Semer dans l'esprit de ces jeunes filles les idées de vieillard afin qu'elles ne périssent point, comme aimait à le dire Hampâté-Bâ lui-même. Cette attitude consiste à venir en prolongement des enseignements reçus dans des établissements où l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, bien heureusement, est étudiée au programme. Il s'agit pour nous de compléter cette formation à travers un Amadou Hampâté-Bâ vu de l'intérieur. Exposé sur la vie et les œuvres de l'homme, projection de films, lecture de la lettre à la jeunesse, bref, en 3 heures de temps, un bilan utile de la vie de cette figure de proue de la culture africaine et universelle a été dévoilé aux visiteurs. M. Hampâté-Bâ a été quelqu'un qui a toujours lutté pour que la jeunesse africaine puisse avoir un beau lendemain. Il a toujours prodigué des conseils afin que nous soyons des leaders de demain. Quand on achète les œuvres, on a juste un briefing sur la vie de l'auteur, mais là, franchement, je me rends compte que c'est un grand homme. Cette rencontre marque le début des festivités de la commémoration des 25 ans d'anniversaire du décès de l'homme. Elle est aussi le lancement du concours dénommé « Réponse à la lettre de Amadou Hampâté-Bâ ». Né en 1900 à Bandiagara, le vieux sage meurt en 1991 à Abidjan. Cette fois, la bibliothèque n'a pas brûlé. Une bibliothèque pleine de trésors tels que l'étrange destin de Wangrin Kaïdara ou encore Amkoulel, l'enfant Peul.
Au Niger, les résultats de la présidentielle sont toujours attendus. Les premiers chiffres avancés ne permettent pas d'établir de tendance, mais l'opposition, notamment la coalition pour l'alternance 2016, les conteste d'ores et déjà. Mariam Sissé, Thomas Guessambi. Mahamadou Issoufou en tête du premier tour du scrutin présidentiel. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale CENI ce lundi au Niger dans ses premiers résultats partiels. Des résultats aussitôt contestés. Ce mardi, le porte-parole de l'opposition Amadou Boubacar Cissé a dénoncé des fraudes dans le scrutin. Les partis de la COPA 2016 ne permettront pas de voler les suffrages du peuple nigérien. Nous confronterons en temps opportun nos données et celles dont ils disposent. La coalition pour l'alternance 2016, accusant la CENI d'avoir diffusé des résultats fantaisistes, prépare sa riposte. Amadou Boubacar a d'ailleurs appelé les militants à la résistance. La COPA invite tous ses militants à se mobiliser comme un seul homme pour contrer le coup de force en préparation et défendre la légitimité populaire qui s'est exprimée dans les urnes. Mahamadou Issoufou, quant à lui, semble avoir tenu sa promesse de victoire dès le premier tour face à l'opposition. En attendant les résultats globaux prévus les 5 jours suivant la clôture du scrutin, l'atmosphère au Niger reste tendue. Le secrétaire général de l'ONU s'est rendu hier à Goma, dans le Nord Kivu, après une visite au Burundi. Ban Ki-moon a été accueilli dans la localité de Chiganga, qui regorge de milliers de déplacés. Il a souligné la nécessité de la collaboration entre les forces armées de la RDC et la mission de l'ONU MONUSCO. Une collaboration nécessaire pour que la sécurité et l'autorité de l'État soient rétablies partout en RDC et que les déplacés retournent chez eux. La nouvelle présidente de la COP21 a débuté sa tournée africaine par l'Égypte hier mardi. Au menu de ce déplacement, développement des énergies renouvelables, adaptation au changement climatique et mobilisation des chefs d'État africains. La ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, est attendue en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, en Guinée et puis aussi au Sénégal. Après des semaines de tractations, le régime syrien soutient le projet américano-russe de cesser le feu, une trêve qui doit entrer en vigueur ce samedi 27 février à minuit à Damas. Le texte précise que les forces armées syriennes pourront continuer à mener leurs opérations contre l'État islamique. Kader Ouattara et Thomas Guessambi. Peut-être des chances de paix en Syrie. Un projet de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur ce samedi 27 février à minuit, heure de Damas. C'est dans un communiqué que le gouvernement syrien s'est dit prêt à coordonner avec la partie russe pour déterminer quelles sont les régions et les groupes armés qui feront l'objet de cessation de cessez-le-feu, allusion à peine voilée faite à l'État islamique et le Jabhat al-Nusra, deux groupes terroristes. De leur côté, les groupes clés de l'opposition syrienne rassemblés au sein du Haut Comité de négociation acceptent eux aussi le cessez-le-feu à certaines conditions. Parmi elles, l'accès aux civils dans les zones assiégées et la livraison d'aide humanitaire. Cette trêve fait réagir la communauté internationale. En visite en Ukraine, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, salue cet accord tout en étant attentif à sa mise en œuvre. Je rappelle qu'une semaine avant, il y avait eu aussi un engagement de cessation des hostilités et de l'arrêt des bombardements. Donc là, je pense que les discussions sont allées plus loin, arrivent à des conclusions plus précises. Nous allons juger effectivement leur mise en œuvre. Le ministre allemand des Affaires étrangères, quant à lui, se réjouit de cet accord qui mettra un terme au combat. Je suis très heureux qu'il y ait enfin un accord entre les États-Unis et la Russie sur comment nous pouvons mettre un terme au combat entre les forces du régime et les forces de l'opposition. C'est un document très détaillé qui, si tout le monde le suit et le soutient, met en place les conditions et la structure nécessaires à un cessez-le-feu le week-end prochain. La trêve intervient au moment où la rébellion est grandement affaiblie par une offensive d'envergure de l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe. Le conflit syrien a causé la mort de plus de 260 000 personnes depuis 2011. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Très bonne journée à tous sur RTI 1.